fait. Hein. C'est une présentation qui est née en fait d'un projet du RCCFC qui a permis ce rapprochement. On s'est rendu compte qu'on avait des réalités qui étaient très différentes finalement entre Alma et Vancouver, mais qu'on avait eu la même envie de se lancer, de développer du contenu immersif, éducatif, original, de qualité, mais qu'on avait emprunté finalement des chemins différents pour s'y rendre. Et c'est un petit peu l'objet de cette présentation. Donc voilà, je vais laisser la parole à Martin et Étienne sans plus attendre. Alors bonjour, Martin Maltais de l'équipe EXR du Collège d'Allemand, enseignant-chercheur, d'abord et avant tout enseignant en anglais langue seconde, mais que a eu beaucoup d'intérêt justement pour les réalités immersives. En anglais langue seconde, les étudiants nous disent que pour apprendre une langue seconde, il faut se mettre dans le bain. Alors, on est dans une région 99% francophone. Il n'y a pas beaucoup de situations ici sociales, à part les réseaux sociaux et Netflix, qui permettent de se mettre dans le bain. Donc, Étienne puis moi, on a décidé de créer le bain d'abord et avant tout pour créer du matériel de formation spécifique au programme en anglais langue seconde. Alors, je laisse Étienne se présenter. Étienne Boulanger, moi aussi, je suis à la base enseignant en arts visuels et numérique au Collège d'Allemand, donc au programme d'art visuel. J'ai un background en cinéma, donc ça l'a beaucoup aidé pour lancer les premières expériences qu'on a faites. Comme Martin dit, présentation aujourd'hui, on a fait beaucoup de films qui sont destinés à l'apprentissage de l'anglais, qui est chez nous la langue seconde. Mais je pense que vraiment, on en a parlé avec Julien, recréer le bain pour les milieux francophones, ça peut vraiment être adaptable peut-être pour certaines institutions à travers le pays. Donc, c'est ça qu'on va essayer de voir avec vous. On va donner beaucoup d'exemples aussi de ce qu'on a fait. Ouais. Donc, Julien va dérouler la présentation et nous allons essayer de parler là-dessus. Alors, nous savons que vous êtes tous des initiés, mais d'abord et avant tout, parce que les gens, la première question qu'ils posent, c'est combien ça coûte. On a fait un petit comparatif entre le bon vieux PowerPoint, aller jusqu'au full VR, Complete Detachment, Full Submersion. Et on va passer dessus rapidement parce qu'on sait que vous connaissez le domaine, mais entre le PowerPoint, qui est pour la plupart d'entre nous aussi simple que jouer avec un petit canard, et le full VR, qui est du monde féerique avec les licornes pour les collèges du réseau public. Donc, nous, on a essayé de trouver l'heureux compromis dans tout ça. Les origines du 360 à Alma, c'est relativement simple. On a d'abord et avant tout fait une analyse de la pertinence de nos programmes de formation qui est allé de consulter. Ça a été un processus consultatif, tant au niveau de nos équipes de gestion que de nos programmes, que des étudiants, que du milieu en tant que tel qui embauche nos finissants. Et en soins infirmiers, il est ressorti une situation particulière parce que ça a vraiment été notre point de départ. Et nous avons rapidement réalisé que le programme est particulièrement lourd, ils sont tous d'accord pour le dire, le temps en classe limité, et que lors des démonstrations des méthodes de soins, l'enseignant était là en train de faire sa démonstration avec un étudiant ou une étudiante qui se prêtait comme usager, avec 3 cercles d'étudiants autour d'eux, qui n'avaient pas tous le même point de vue. Il y en a qui ne voyaient pas bien, il y en a qui ne voyaient pas du tout. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est faire des mises en situation scénarisées, contextualisées, qui tiennent compte des ressources internes essentielles comme le procédural, le déclaratif et le conditionnel, les attitudes et les comportements souhaités. Et pour que les étudiants puissent avoir un outil complémentaire à la formation qui se faisait en classe et en laboratoire. Maintenant, Julien défile, mais tout ça, évidemment, si tu peux juste ramener un petit peu, Julien, s'il vous plaît. Tout ça a mené à de nombreux autres projets dans une multitude de domaines qui va de techniques policières, techniques de pharmacie, l'autodéfense, la santé, sécurité, l'environnement. En tout cas, on a même un projet en cours avec le Conseil écrit de la santé et des services sociaux de la baie James pour justement faire des films immersifs et interactifs qui vont contribuer au programme de formation des préposés aux bénéficiaires du Cree School Board. Le contexte en tant que tel, la technologie en tant que telle se prête très bien au contexte. C'est 9 communautés qui sont parfois séparées par 1500 kilomètres. Donc, donner de la formation dans un contexte comme ça devient un défi particulier.
Nous, une fois les films terminés, ils vont être intégrés au casque et les casques vont être acheminés à chacune de ces communautés-là pour que les gens puissent recevoir la formation nécessaire pour bien pratiquer le travail qui est relié à tout ça. Donc, vous avez des photos, évidemment, nous, on a voulu apporter des solutions à des contextes de formation. Vous avez toutes sortes de photos au niveau de nos tournages ici. Et l'objectif, évidemment, là, je l'ai dit, scénariser, contextualiser, mais c'est de permettre à l'étudiant, la caméra est debout dans le contexte professionnel visé, positionner exactement où elle doit être pour que l'étudiant puisse voir exactement la démonstration. On place l'étudiant en première loge et c'est multiplateforme aussi. Donc, l'étudiant peut, le gros wow, c'est de le visionner dans le casque parce qu'il se retrouve carrément debout dans le milieu professionnel. Mais c'est multiplateforme. Un étudiant sur un métro, un autobus, seul chez lui, peut sortir ses capsules et le visionner sur son cellulaire, une tablette ou un ordinateur. Si on avance un peu plus, on a parlé, bon, nous, c'est sûr que notre clientèle principale, c'est des jeunes qui nous arrivent à l'âge de 17 ans. Donc, au-delà des ressources internes essentielles et des gestes professionnels à acquérir, on va même aller jusqu'à leur démontrer c'est quoi les attitudes et les comportements souhaités, les savoirs agir en soi. Et ça se prête au fameux CUA, là, le concept universel des apprentissages où le matériel de formation doit être adapté à la réalité des étudiants en tant que faire se peut. Nous, les casques sont disponibles soit à la bibliothèque ou dans les laboratoires. Les étudiants arrivent, les empruntent. Il y en a qui visionnent la capsule une fois, 2 fois, c'est réglé. Il y en a qui visionnent 20 fois. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que l'effet positif que ça a, c'est que ça rassure les étudiants. Ça motive, évidemment, parce qu'ils aiment beaucoup ça. C'est très technologique. Mais ça rassure les étudiants et ça crée la confiance en soi nécessaire pour faire des transferts, soit en milieu professionnel ou lors des stages qui sont requis dans les programmes en tant que tels. On va continuer, Julien. Oui. Je parle bien rapidement pour le workflow. En fait, comme Martin l'a dit, vous connaissez sûrement beaucoup de technologies qui peuvent être destinées à des casques de réalité virtuelle. Nous, un des projets les plus avancés, c'est la technologie de réalité immersive en 360 degrés, donc en film. On aime bien cette technologie-là, qui n'est pas la plus participative. On est sur 3 degrés de liberté, mais on est dans un hyper-réalisme. On est dans quelque chose qu'on connaît et qu'on reconnaît, donc des environnements cinématographiques. Ça, c'est un très, très gros plus quand on vient pour faire des méthodes, des tutoriels. C'est des environnements qu'on reconnaît, en fait. Donc, notre culture cinématographique, elle compense la nouveauté technologique et l'effet wow un peu distractif qu'on peut avoir. Donc, ça, c'est intéressant, première affaire. Deuxième affaire, pourquoi on choisit cette technologie-là, puis qu'on en fait beaucoup la promotion aujourd'hui, entre autres, c'est son prix. C'est une technologie abordable, somme toute, relativement facile à déployer par des gens qui veulent se donner un petit peu la peine. Tout le monde connaît comment faire des films ou du montage. On a tous quelqu'un dans nos écoles qui est un peu habitué à ça. Donc, on peut partir de cette expertise-là et vraiment faire des produits ou des productions intéressantes avec ça. Donc, il y a une partie de pré-production, de scénarisation qu'on fait. Nous, les expériences qu'on fait, c'est toutes avec des acteurs ou des professionnels du milieu et il y a beaucoup de préparation. On poursuit ensuite avec l'aspect de production, donc sur le plateau de tournage. Il faut quand même considérer que la technologie, c'est comme une boule, une caméra avec plusieurs lentilles qui filme tout l'espace. Ce n'est pas tout, hein, on dit souvent, ce n'est pas tout qui se 360ise. Il faut vraiment choisir des scénarios et des expériences où l'action est importante, mais l'environnement devient quasiment un acteur aussi pertinent que les protagonistes qui sont devant l'objectif. Donc, il faut avoir une conscience spatiale de l'environnement. Et quand c'est bien fait, l'expérience est crédible, est agréable, puis elle se transporte bien dans la salle de classe. Donc, il faut faire attention aussi, la caméra, elle filme partout. Donc, l'équipe, il faut qu'elle soit cachée ailleurs aussi. Les petits enjeux un peu différents avec la vidéo 2D traditionnelle. On passe ensuite à une phase de post-production. Donc, ça prend quand même des bons ordinateurs. Ici, on tourne en 8K, 60 images secondes.
Donc, ça prend quand même des bons ordi pour faire virer ces fichiers-là. Une qualité sonore aussi très intéressante qu'on peut atteindre. Donc, tout ça mène à une expérience agréable pour l'écoute, crédible et qui donne envie aux étudiants, en fait, de revivre plusieurs fois le scénario pour apprendre vraiment les subtilités, les mécanismes, les machines autour dans la salle d'opération ou les subtilités quand un policier fait une arrestation. Donc, ça, c'est vraiment des trucs importants à tenir en compte. Ici, on le prend comme un tournage de cinéma, pratique d'acteur, scénario, sur le plateau, post-prod après. Et c'est ce qui garantit aussi la qualité du produit qu'on peut offrir à nos collègues. On vous a mis quelques photos là, de nos tournages. Vous voyez la caméra, nous, on tourne avec une Insta360 Pro 2, c'est notre caméra principale ici. Puis là, comme Julien, il déroule, c'est des photos de tournage qu'on a. On essaie de vous montrer un peu comment ça se passe aussi sur le plateau. Ce n'est pas juste de voir le produit final, mais vraiment, il y a quand même une bonne préparation en arrière de ça. Donc, on a des voix des voix off, la narration qui peut arriver aussi. Vous avez des photos avec nos collègues professeurs en soins infirmiers là, qui valident en direct ce tournage avec leur iPad si la technique est conforme aux méthodes de soins. Donc, ça, c'est des méthodologies de travail qu'on a développées pour accélérer un peu le workflow. Évidemment, les projets de base amenaient les étudiants à être tout simplement des visionneurs, des viewers, autrement dit, mais de démonstration idéale de techniques de travail dans leur contexte professionnel. Mais maintenant, on peut intégrer du texte, on peut intégrer des questionnaires. Il y a le narrateur aussi, qui est comme la voix de Dieu, qui vient donner des explications pertinentes lorsque les gestes professionnels sont exécutés. On peut intégrer du mapping de vidéos 2D dedans pour faire des zoom-in lorsque c'est pertinent, mais on peut aussi faire du branching. Et nos nouveaux projets nous amènent jusqu'à la reconnaissance vocale. Donc, amener, par exemple, les jeunes en technique policière à respecter les procédures, à utiliser les mots et les expressions nécessaires. Et s'ils ne font pas, ils ne peuvent pas passer à l'autre étape. Donc, ça, c'est fort intéressant. Un petit peu plus haut, on a-tu encore beaucoup de temps? On est rendu où? Là? On va accélérer un peu. On va accélérer un peu. Je voudrais juste vous parler de notre projet de recherche qui est en cours. C'est un PAREA, c'est un projet de recherche sur l'éducation et les apprentissages. Nous, c'était de démontrer l'incidence de la formation immersive 360 degrés sur l'acquisition des différents savoirs-agir en soins infirmiers. C'est un projet qui va se terminer au printemps 2023 et les résultats préliminaires sont fort prometteurs. Les étudiants voient une différence et les plus beaux commentaires qu'on a eus, c'est que les étudiants ont fait, c'est que c'est le pont parfait entre l'enseignement en classe, les laboratoires et le milieu de stage. Donc, ils rentrent en stage de façon rassurée, sécurisée et beaucoup plus en confiance qu'auparavant. Donc, si on défile, oui, nous, notre matériel est tout libre de droit et open source, il est libre d'accès. Ce qu'on prône, c'est que ça a été réalisé avec des fonds publics, donc ça appartient à tout le monde. Pour les intéressés, si vous voulez avoir nos liens, ça nous fait plaisir de les partager. Vous prenez ceux que vous aimez, servez-vous-en tant que vous voulez. Ceux que vous aimez moins, bien, vous pouvez nous faire des commentaires pour qu'on s'améliore, évidemment. Pas trop. Pas trop. Veux-tu en parler? Non, les liens sont déjà en ligne. Vous pouvez déjà les télécharger. Je sais qu'il y a beaucoup de cégeps et d'institutions canadiennes qui téléchargent les liens. On donne les fichiers master pour que vous les mettiez dans vos cases directement dans vos établissements. Donc, peu importe les cases que vous avez, vous pouvez déjà essayer les fichiers, voir si ça fonctionne chez vous. Bon, pour nous, au niveau du réseau, on est très québécois jusqu'à temps qu'on puisse, on a pu rentrer en contact avec notre ami Julien. La clé du succès dans le domaine du VR, c'est simple, on sait carrément, c'est copie conforme de ce qui se passe dans l'industrie québécoise de la réalité virtuelle. C'est les entreprises qui sont en compétition les unes contre les autres, travaillent ensemble pour réussir. Donc, nous, on essaie d'adopter le même modèle au niveau du réseau public, c'est de collaborer, de concevoir ensemble, d'aller chercher des projets de recherche ensemble
pour, au bout de la ligne, partager. D'ailleurs, on est sur la création d'une plateforme sur laquelle les cégeps québécois qui se sont lancés dans cette aventure-là vont pouvoir téléverser leur matériel justement pour que les autres institutions qui offrent le même programme puissent s'en servir. On a aussi produit pour Colleges and Institutes Canada cette année 5 vidéos dans différents domaines en 2 langues. Ils devraient être publiés cette semaine. Donc, une fois qu'ils sont publiés, ils deviennent libres de droit. C'est des liens qu'on pourra partager aussi avec les intéressés. On ne voulait pas leur voler leur punch, évidemment. Donc, on leur lancement ils font leur lancement cette semaine. Ça fait pas mal tôt pour nous autres, là, je crois bien. Et ben, c'est simple, avec Julien, évidemment, on convoite de trouver des projets dans lesquels on va pouvoir collaborer, développer et faire avancer le tout. En ce moment, pour nous, le 360 interactif et immersif, c'est à maturité. On est prêt à faire le transfert et à partager et ainsi de suite. Mais on travaille aussi sur d'autres technologies qu'on va utiliser justement. On va commencer nos premières expérimentations dans les environs du mois de novembre-décembre, mais probablement que les premiers projets terminés vont aller dans 6 à 12 mois après. Donc, Julien, voilà. C'est à ton tour. Merci. Merci. J'espère que j'ai fait un bon rythme. Là, je ne voulais pas vous retenir non plus. C'était parfait. Parfait. Merci beaucoup. Moi, pour faire donc compléter et ce que je disais tout à l'heure en préambule, il y a une même envie en fait au départ, et on est à l'autre côté du pays, ce qui était assez rigolo en fait de se retrouver comme ça. Et on a eu des accès différents. Et nous, aux origines du projet pour le Collège Éduca-Centre, j'ai mis cette image-là parce que ça résumait un peu la tête que j'ai faite quand j'ai essayé un casque de réalité virtuelle la première fois, quoi. J'étais vraiment comme un enfant. C'était un Oculus Rift, c'était pré-commercialisation vers 2016. Et j'ai vu le potentiel pédagogique que j'ai trouvé absolument énorme, surtout pour un établissement comme nous, qui est un établissement où on fait de la formation uniquement à distance. Je me disais, là, il y a une opportunité énorme pour que pour la première fois, finalement, la formation à distance soit même quelque chose de plus immersif et plus performant que le présentiel, ce qui était assez paradoxal, mais je me disais, il y a un potentiel qui est énorme. Le projet, ça a pris un petit peu plus de temps pour se matérialiser, c'est-à-dire qu'à partir de cette envie et avec le soutien de toute l'équipe, eh bien, 2 ans plus tard, vers 2018, et après quelques tentatives infructueuses, nous avons obtenu un financement de la part de Santé Canada, donc par Santé Canada et à travers le Consortium national de formation en santé, le CNFS, qui regroupe 16 institutions membres. Et donc, le collège était en charge de piloter le projet et les utilisateurs finaux étant les étudiants francophones de ces institutions membres du CNFS. L'objectif, déjà, en fait, en 2018, nous concernant, il y avait clairement une idée de développer les connaissances dans le domaine, d'explorer, d'aller voir ce qu'il était possible de faire, et évidemment après, de partager ces connaissances, cette expérience et entre guillemets cette expertise qu'on avait commencé à avoir avec le réseau. Et c'est pour ça aussi que je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, le choix qui est assez radical qu'on a fait à l'époque et qui est très différent de ce que viennent nous présenter Martin et Étienne, c'est que voilà, on est parti sur le choix de la réalité virtuelle, la fameuse licorne à laquelle tu faisais référence tout à l'heure, Martin, et ça, on en avait conscience. Alors, pourquoi ce choix qui était un petit peu différent, et surtout dans le cadre du réseau, pourquoi la réalité virtuelle? Je vais essayer de le résumer. Au départ, on était seuls. Je trouve une photo assez, une grosse solitude. On était seuls et sans connexion par rapport au réseau. Dans le domaine, on n'avait pas rencontré nos amis d'Alma encore, et on avait, et ça c'est très important, et par rapport à ce qu'ils viennent de nous décrire, aucune installation en termes de production vidéo. Le Collège Éduca-Centre, on était à l'époque, je pense, une 30aine. Ça, c'est une vraie salle de conférence. On n'avait aucune installation, aucune façon de faire de la post-production, de tourner du son, les ordinateurs, des lieux de tournage, l'accès même à un bassin d'acteurs ou de personnes pouvant jouer des rôles. Moi, quand j'ai visité le collège d'Alma, j'étais pas mal impressionné quand même par l'ampleur des installations que vous aviez à disposition. Donc, c'était vraiment ce choix aussi qui a participé. L'idée aussi, c'était de transformer ce que je viens de vous montrer
en hôpital, en fait, la réalité virtuelle permettait de reproduire des environnements sans fin et de n'être aucune limite à notre imagination. Et donc, on s'est dirigé vers, on sentait évidemment, les hôpitaux étaient quelque chose qui était très important. L'idée après, évidemment, c'est, et tu en as parlé tout à l'heure aussi, Étienne, c'était les 3 degrés de liberté. La réalité virtuelle, évidemment, c'est la Rolls, c'était la capacité de faire 6 degrés de liberté et de pouvoir projeter les étudiants pour qu'ils soient vraiment acteurs dans ces simulations. Et comme on était en plus dans le domaine de la santé, on ne savait pas exactement où on allait par rapport aux simulations, quels seraient les scénarios, mais on savait qu'on voulait qu'ils soient capables de faire des erreurs de façon sécuritaire, ce qui était un des avantages énormes de la réalité virtuelle. Et vous allez voir par rapport aux simulations qu'on a développées, pourquoi en fait c'était aussi un choix qui était intéressant. Ce que ça impliquait évidemment, en revanche, ça on le savait, c'était la recherche d'un partenaire de développement. Et donc on a lancé, ça c'était un gros processus aussi, un appel d'offres au niveau national, et on a sélectionné une firme qui se trouvait à la ville de Québec, qui s'appelle Connexence, avec laquelle on est en train de terminer le projet qui prend fin en 2023. Et donc on en est vraiment, nous, à la phase de déploiement. Donc ce projet qu'on a nommé EVR, le voici. Donc, on a eu pas mal de travail, évidemment, la sélection de la firme, les rencontres préparatoires avec les partenaires, donc il y en avait beaucoup au niveau du CNFS, pour s'entendre un peu sur qu'est-ce qu'on allait développer réellement et quels sujets allaient être abordés, quels objectifs pédagogiques, rédaction d'un cahier des charges. Et voici donc le premier environnement. Et donc, on est dans un environnement qui est très différent parce qu'on est en réalité virtuelle. Donc, ce sont des environnements qui sont faits en animation, donc à base d'images vectorielles, donc moins réalistes. Et ça, c'est aussi un des avantages qu'on pourra avoir aussi, ou des inconvénients, c'est que le réalisme est inférieur parce qu'on est dans de l'animation. Mais avec, évidemment, je pense que les gens qui sont là aujourd'hui comprennent bien la capacité à se projeter intégralement en 3D avec les 6 degrés de liberté. Je vais vous faire une petite présentation vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On a de l'intérieur directement. Julien, est-ce que tu as partagé ton son? Est-ce qu'il y a du son? Il y a du son, vous ne l'entendez pas? Non, mais c'est ça. il est accessoire, le son, en fait. Il y a une petite bande son, mais il n'y a rien de décisif. Merci. Donc voilà, ça vous donne un peu une navigation, une première idée de la navigation dans ce qui se passe dans ce scénario. En l'occurrence, ce scénario, c'est le scénario en soins palliatifs. C'est le premier qu'on ait développé, qui est basé sur un partenariat avec le Collège Boréal, qui donnait en fait cette simulation en présentiel. Ils étaient capables de faire avec des acteurs. Donc l'idée, c'est qu'il y avait une personne en fin de vie et on devait apprendre le rôle et l'importance des formulaires en fin de vie et l'appel. Donc c'est vraiment quelque chose assez complexe sur lequel on a un peu essuyé les plâtres. L'idée, c'est que les gens puissent vraiment faire des erreurs, et puis on en reparlera peut-être tout à l'heure, parce que ça pose des défis également, parce qu'on est sur quelque chose avec énormément vraiment proche du jeu vidéo, avec beaucoup de choses qui étaient possibles de faire et d'échouer ou pas. On a ensuite ajouté la formation Naloxone, dont je vais vous parler dans un instant, puis l'offre active, et on a complété ça avec un environnement d'accueil assez complet et un tutoriel, parce que la courbe d'apprentissage est assez difficile en réalité virtuelle, donc il fallait que, avant d'intervenir comme ça dans une situation d'urgence, que les gens soient capables d'être un minimum équipés. De là, on a fait un petit peu on parle maintenant en anglais, c'est les séries. Là, on parlait de Netflix tout à l'heure. Je crois que c'est le spin-off. C'est qu'on s'est rendu compte que ce scénario que je vous appelais tout à l'heure, Formation Naloxone, qui fait partie de EVR, on a décidé de le sortir et de le rendre entièrement bilingue, parce que le reste de l'application est en français, mais de le rendre entièrement bilingue parce que c'est vraiment sur la formation sur la crise des opioïdes. En fait, la clientèle visée est différente. Cette fois-ci, là, on le donne à qui veut le prendre. Lifesaver, donc c'est pour vraiment adresser un petit peu la crise qui fait rage depuis quelques temps dans l'Ouest canadien et dans différents endroits. Je sais que ça se répand maintenant beaucoup à travers le pays. Ça forme sur l'importance de cette crise. Et ensuite, on est vraiment
on termine à 4 pattes par terre en train de faire une intervention. Donc, c'est vraiment du étape par étape. On a travaillé avec des formateurs qui sont certifiés pour que les gens, quand ils ont terminé cette formation, soient capables d'intervenir. Tout le monde est capable de faire cette formation et le naloxone de la délivrer en n'importe quelle circonstance. Donc, celui-ci, il y a un lien aussi si vous voulez la télécharger et on est en train de terminer de le porter sur le Quest. Parce que pour l'instant, on est entièrement aussi sur le HTC Vive. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon. Je voulais vraiment laisser du temps par rapport aux défis parce qu'il y en a eu pas mal. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, en fait, hein, c'est un peu la licorne, c'est quelque chose d'ambitieux. Donc, des défis, on en a rencontré beaucoup. Et je vais en lister quelques-uns. C'était un peu pour revenir en lien aussi avec la thématique de la présentation. Donc, la première, c'est qu'on travaille avec 16 institutions. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il fallait choisir des thèmes qui soient communs et non pas viser, on n'avait pas un besoin qui était propre à une seule institution. Il fallait que ce soit quelque chose qui soit un one size fits all, qui puisse aller à tout le monde. Et ça, c'était un vrai défi parce que on a eu une rencontre de lancement, il y avait, je pense, peut-être 8 ou 10 institutions et chacun voulait faire entendre et qu'on ait quelque chose qui soit clair. Donc, il fallait s'entendre sur quelque chose qui soit le plus en demande. Et on est plutôt parti sur des choses qui étaient des soft skills, des choses qui puissent passer et qui soient nécessaires à tout le monde. L'autre gros enjeu qu'on a eu immédiatement par rapport à quelque chose dans le domaine de la santé, c'est qu'en termes de simulation, on ne voulait pas et on ne pouvait pas aller faire manipuler des instruments. Donc, on n'allait pas faire forcément une simulation en soins infirmiers sur une pratique spécifique. Il fallait encore une fois qu'on soit à travers tous les programmes du CNFS et donc quelqu'un qui soit en soins infirmiers ou quelqu'un qui soit en psychologie ou dans d'autres programmes devait être capable de prendre l'un ou l'autre des programmes. Donc, on a été obligé d'avoir un dénominateur commun qui soit vraiment assez faible pour pouvoir servir tout le monde. Donc ça a été un gros enjeu qui nous a un peu restreint et donc on ne pouvait pas partir de là faire d'injections, etc. Sauf l'analoxone, parce que l'analoxone, tout le monde peut la faire. Ce n'est pas dépendant d'une profession, infirmier, pas infirmier. Vous pouvez faire une injection de naloxone. Tout le monde a même le devoir de la faire. Donc, ça nous a permis de rentrer dans ce côté technique médical qu'on voulait faire depuis le début. Mais ça a été un gros paramètre. L'autre défi, j'essaie d'avancer vite, je ne sais pas combien de temps il reste, c'est, on est déjà à 10h30, c'est qu'évidemment, il y avait la tentation avec cet outil-là, les possibilités infinies offertes par le développement en VR. On peut être tenté d'ajouter beaucoup d'éléments, aussi bien d'agrandir le plateau de jeu, d'ajouter des pièces, des objets, mais en fait, la question, c'est toujours, on se ramenait comme un proverbe de dire toujours, vous l'avez déjà entendu, faire passer le pédagogique avant le technologique, mais dans le cadre de la réalité virtuelle, une fois qu'on a posé les bases, il est très tentant d'ajouter des éléments pour faire évoluer, ludifier, etc. Mais où s'arrête la ludification, où commence le côté pédagogique, c'est difficile. Un exemple très rapide, par exemple, c'est qu'en termes de simulation, on avait décidé dans le soin palliatif de mettre une boîte de médicaments dans la salle de bain. Donc, les participants peuvent aller dans la salle de bain, se déplacer, ouvrir les placards, aller fouiller, et c'est même l'intérêt, en fait, pour que ce soit super réaliste, et trouver des médicaments. Il fallait donc programmer la réponse de l'intervenant par rapport à ça, lui faire comprendre que la situation n'était pas bonne. Mais donc, on a aussi obtenu comme ça des placards, des objets, des interactions qu'on avait anticipées, d'autres qu'on n'avait pas anticipées. Mais ça provoque un travail énorme sur lequel nous, on n'était pas préparés et il y a eu une grosse courbe d'apprentissage. Donc, c'est vrai que c'est encore une fois un gros morceau. On est vraiment dans l'environnement du jeu vidéo. L'autre gros défi, en fait, et qui est en train, et ça évolue, c'est un bon débat à avoir, c'est la dépendance au privé. On l'a dit tout à l'heure, en travaillant avec le partenaire, et ça s'est très bien passé, mais on était lié à un partenaire privé pendant 5 ans. Donc, on a travaillé avec eux, et c'est vraiment un enjeu qui est en train de se développer. Je sais qu'il y a certains cégeps dans le réseau qui sont en train de développer des programmes. On va parler, je crois, de Tethered Minds notamment, qui étaient, et peut-être d'autres partenaires dans le réseau qui seraient capables de développer ce côté programmation pour qu'on soit capable de répondre à ces besoins. Maintenant, c'est sûr que la rencontre avec Alma, ça a été comme une bouffée d'air frais pour nous parce que ça a été quelque chose d'énorme de voir qu'il y avait des gros pôles qui se développaient dans le réseau et de connecter comme ça de l'autre côté du pays, ce qui revient un petit peu à l'idée de départ que voilà, les choses se structurent, il y a des expertises, des expériences qui se mettent en place à différents niveaux. Et moi, l'idée de ce que j'ai évoqué là, de le partager, et je l'ai déjà fait de façon informelle, les difficultés qu'on a rencontrées et les enjeux, c'est quelque chose de vraiment passionnant.
Un autre enjeu, évidemment, c'est la difficulté de scénarisation. Je vous l'évoquais à l'instant. On est aussi beaucoup sur du branching scénario, mais on est dans des degrés de difficulté parce que les interactions sont multiples et infinies. Quelqu'un ouvre un placard, il va faire ça, il faut fermer des portes, en ouvrir d'autres, et puis s'assurer qu'il y a un flow, à savoir que les étudiants passent quand même par un tunnel et qu'on arrive à travailler et on arrive à les faire arriver là où on veut les faire arriver. Et ça, c'est un défi aussi. Alors, quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, touchy par rapport à ça, les inégalités technologiques. Concrètement, la prise en main, je vous l'ai dit, de la VR, elle est plus complexe que d'autres réalités immersives, etc. Il faut s'y retrouver et il y a un décalage générationnel. Concrètement, on se rapproche beaucoup de l'univers des jeux vidéo. Donc, un jeune gamer, en fait, comme mon fils qui a 10 ans, va mettre le casque. Au bout de 30 secondes, il va être parti, il va aller fouiller dans différents endroits, etc. Quelqu'un qui va être un gestionnaire dans la soixantaine, c'est pas systématique, mais va pas partir avec les mêmes atouts. Et au départ, il y a une prise en main, une évaluation même globale de la simulation qui est parfois un peu plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur des niveaux, un mode débutant ou un mode expert notamment, mais la cible principale, nous, on visait des jeunes qui étaient dans les programmes donc du CNFS, donc plutôt, on va dire, les 18-30 ans pour schématiser, donc des gens qui avaient donc ce mode-là, mais on se retrouvait à montrer les ébauches, etc., à des gens qui étaient plus âgés et qui avaient une grille d'évaluation, parce que c'est eux qui étaient quand même derrière au niveau des cordons de la bourse, donc il fallait un peu satisfaire des deux côtés. Et puis enfin, je termine rapidement sur les chapeaux de roue par les défis, évidemment, de pérennisation, on en a parlé. Là, ce que je vous montre en fond, c'est l'HTC Vive dans sa plus simple expression, la tonne de cordons qui va avec. Donc, nous, on a développé ça, ces simulations, sur du HTC Vive, sachant que ça n'était pas la destination finale. On savait qu'en 2019, quand on a commencé le développement, on irait vers un nouveau matériel. Alors, on a eu cette discussion notamment avec Martin et Étienne, parce que rapidement, ça vient sur le tapis, c'est quels seront les casques. Alors, on parle beaucoup du Quest 2. Déjà, le Quest 2 va être remplacé par le Quest 3. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer énormément. Et donc, la portabilité et la pérennisation, on les avait prévues autant qu'on a pu. On avait même provisionné dans le financement de quoi se mettre à jour, mais on ne savait pas exactement la difficulté qui se ferait jour. En tout cas, la maturité arrive. Les casques sont extrêmement immersifs maintenant, les nouvelles générations, mais c'est quelque chose qui est un point, en tout cas dans les investissements par rapport à la réalité virtuelle, est un élément central de pouvoir maintenir des simulations réalité virtuelle sur les casques. Et quels casques, c'est un défi énorme. Donc voilà qui fait un petit peu le tour. Je crois qu'on a terminé presque dans les temps. Vous présentez un peu les grands enjeux, en tout cas, et surtout les défis par rapport à ce projet.